Bonjour et bienvenue sur le podcast Ogive Art où on discute avec des personnalités créatives, artistiques et qui osent l'authenticité. Le podcast est produit en collaboration avec Poste Invisible, regard sur la place des femmes dans le champ des arts visuels, une biennale très importante, et la collaboration évidemment d'Altitude qui nous accueille dans leur magnifique SB55 et qui capte cet épisode. Merci beaucoup. Mon nom est Mylène Lachance-Paquin et aujourd'hui, Pince et moi, je reçois deux personnes extraordinaires. Kim Gingras, bonjour, danseuse professionnelle, chorégraphe, conférencière, éducatrice, ainsi que Caroline Monet, bonjour, artiste pluridisciplinaire et cinéaste, toutes deux avec des carrières incroyables, autant ici qu'à l'international. Donc, quel honneur. Merci beaucoup de nous consacrer votre précieux temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. L'invitation. Oui. Ça fait plaisir. Petit warning avant qu'on se lance sur ce podcast. Il y aura des anglicismes, des propos féministes, il y aura des opinions, peut-être même un langage russe, peut-être pire. Hein? Si tout ça vous challenge, je vous encourage à aller mettre sur pause votre documentaire sur l'Empire romain et revenir nous écouter. Ça va vous faire un grand bien. OK? Donc, on entame le tout avec toi, Kim. Bonjour à nouveau. Donc, tu es une artiste emblématique. Tu as dansé à travers le monde accompagnée de stars telles que Beyoncé, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Justin Timberlake et j'en passe. La liste est encore bien, bien longue. Mais tu es connue et reconnue pour beaucoup plus que ça. On te connaît de par ton énergie contagieuse, ton optimisme, ton humilité, ton professionnalisme qui ont fait ta marque de commerce, mais également tu t'engages grandement dans l'autonomisation des autres et tu souhaites contribuer à leur bien-être. Ton parcours est grandement inspirant. Donc, on va le survoler dans une quick bio. Kim, t'es née en 85 à Montréal. C'est à l'âge de 15 ans quand même que tu commences à danser. Quand même tard pour quelqu'un qui allait en faire sa carrière. C'est intéressant. Ballsy You, 2005, tu quittes l'université, tu étudiais pour être physio, puis tu as décidé de quitter le tout pour te lancer dans ta carrière pleinement. Oui, j'avais des amis, plein d'amis de danse, bien sûr, je dansais beaucoup à ce moment-là. Puis là, je manquais des auditions. Il y avait une audition par-ci, une audition par-là. Moi, j'étais à l'école toute la journée. Je me disais, aïe, aïe, aïe. Je veux dire, j'aime ça, mais mon cœur est vraiment dans la danse. Oui. Donc, j'ai parlé à ma mère, puis à mon monde, puis on me supportait. Puis, je me suis dit, je me lance. Ah, c'est cool. Tu étais supportée par ta famille. Oui, absolument. Ouais. Ah, je du bois. Je sais que c'est pas la réalité de tous, là, mais ouais. Ah, c'est bien ça. En 2009, tu participes à So You Think You Can Dance. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais voir le show. Ah ouais? Ah ouais! Le numéro de Love, Sex and Magic. Ah ouais. Vous n'avez pas vu ça? Allez sur YouTube, c'est extraordinaire. En 2011, tu quittes ton chez-toi et tu t'envoles vers Los Angeles pour lancer ta carrière à l'international. Tu t'infiltres dans une audition de Nicole Scherzinger. Ouais. Dur à prononcer. Tu décroches ce contrat-là. 2 ans plus tard, tu performes avec Beyoncé au Super Bowl. Et là, tu es repéré et tu es engagé pour faire des tournées mondiales. Donc, il y a 2 tournées mondiales qui ont suivi, des vidéoclips, des spectacles, plein de belles choses avec elle. En 2016, tu refuses une 3e tournée mondiale avec Beyoncé. Ouais. Quoi? Ben écoute, c'est important. J'ai l'impression qu'on pourrait s'en parler de tout ça. Je pense que c'est important de s'écouter. Puis rendu là, je veux dire, je vis dans la gratitude. C'est une femme extraordinaire. Puis j'ai travaillé avec elle après aussi. Oui. Mais à ce moment-là où j'ai reçu l'invitation, j'étais en train de bâtir avec une amie une compagnie que maintenant elle gère à elle. Mais dans ce temps-là, on était les deux ensemble partenaires sur You Got This Girl, qui était un programme qu'on se lançait, c'est ça, qu'on voulait faire. Puis on était vraiment dans les débuts. On était en train de choisir notre logo, puis nos couleurs, puis c'est quoi notre thématique, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, je reçois l'invitation, puis je me suis dit, attends 2 secondes, là, j'ai le goût de finir ce projet-là. C'est comme un bébé à moi. Il est à moi, il m'appartient. On est sur quelque chose de super intéressant. Puis j'avais 13 heures pour choisir, faire une décision. Parce que le lendemain, je pense qu'il voulait toutes les réponses de tout le monde. Moi, j'embarquais sur un vol, donc il fallait que j'allais pas être rejoignable. Bref.
J'en ai pleuré, je me suis questionnée, puis je me suis dit, OK, non, faut que je m'écoute. Fait que j'ai écrit une lettre, j'ai envoyé ça à l'assistant. Peux-tu, est-ce que ça peut se rendre à Beyoncé? Je veux qu'elle sache que je l'apprécie, puis que c'est vraiment pas personnel, c'est parce que, tu sais, puis elle est tellement women empowerment que je me suis dit, elle va comprendre. Puis comme de fait, quelques mois plus tard, pendant qu'elle était en tournée, on se croise à un gala. Je performais avec quelqu'un d'autre, mais on se croise dans le corridor, puis elle vient me donner un gros câlin, puis elle me dit, t'as fait le bon choix. Wow. C'est tellement une femme extraordinaire. Puis après ça, j'ai continué à travailler avec elle, mais ça a été quand même une grosse décision. Wow! Bravo pour t'être écoutée. Oui, merci. C'est ça, évident. En 2019, tu t'es laissé tenter par une tournée mondiale avec Jennifer Lopez. On comprend. On aurait fait la même chose. On comprend. Oui. Puis le projet était lancé. Oui, exactement. Puis en 2020, tu complètes une certification de Science of Wellbeing à Yale University et là, tu lances ton programme de mentorat en ligne. Ouais. Donc, la première question qui m'était venue en tête, lisant tout ceci, je me suis dit, il émane de ton parcours une volonté de faire, comme on dit, un leg up aux autres femmes, aux danseurs, aux danseuses. On dirait vraiment que tu as ce souhait-là de contribuer à la réussite à travers différents moments. Je me suis demandé deux choses. D'où ça te vient? Et deuxièmement, est-ce que c'était présent même quand toi, tu commençais ou c'est à partir du moment où tu as pu cocher sur ta dream list d'affaires que là, tu t'es dit, OK, je vais redonner à la communauté de la danse? C'est une bonne question. C'est quand que ça m'est apparu dans la vie, ça serait à revisiter, voir. Mais je pense que oui, dès un jeune âge, tu sais, moi, j'ai une mère qui a toujours été présente, toujours là pour nous, qui a tout donné, qui travaillait 3-4 jobs pour être sûre qu'on manquait de rien, tu sais. Puis de l'amour, j'en ai eu. Puis j'ai 3 sœurs aussi. Donc, je pense que déjà là, il y avait ce cercle vraiment, tu sais, super serré. Je viens à toutes tes shows, je suis là pour toi, Kim, t'es capable, tu sais. Puis je me dis, c'est pas tout le monde, c'est pas dans tout le monde d'avoir justement des parents qui disent, oui, go, lance-toi en danse, puis on espère que tu vas en faire une carrière, puis avoir de l'argent, puis être capable de survivre, tu sais. Puis avoir, c'est ça, une famille qui m'encourageait dans tous mes à droite et à gauche, tout ce que je décidais d'entreprendre. Donc, c'est après plusieurs années quand je me suis dit, OK, je regarde mon cheminement, puis j'en suis fière. Comment est-ce qu'on peut aider le jeune à rêver en grand? C'est que c'est possible. Voici les outils, voici ce qui m'a aidé, voici où j'ai trébuché. Je veux que tu apprennes de mes erreurs. Puis là, c'est ça en 2020. Avec la pandémie, avec tout ce qui se passe, j'avais des shows qui s'en venaient, le SNL, puis Coachella, puis plein d'affaires se sont faites canceller. Je me suis dit, bon, je vais revenir à Montréal. Dans ce temps-là, j'étais à Los Angeles. Je reviens à Montréal, puis on s'installe. Puis là, d'un coup, c'est comme si, mon calendrier vient de s'ouvrir, puis j'ai le temps, je peux enfin m'asseoir puis créer quelque chose où on va pouvoir partager ça en gang, ensemble. Donc, de là est né le programme de mentorat en ligne. Ça peut permettre, j'imagine, à des plus jeunes qui n'ont peut-être pas le réseau, la famille, qui comme toi, tu as eu l'appui, là, mais toi, tu peux peut-être justement amener cette voie-là de je te donne la confiance, puis je t'encourage à le faire, que peut-être dans leur milieu familial, ils n'ont pas nécessairement ou dans leur réseau social proche. Puis des réponses aux questions aussi, parce que les parents peuvent être all-in, je suis là pour ma jeune. Mais là, c'est quoi une carrière en danse? On commence où? On fait quoi? On en avait des questions. Les mêmes questions revenaient toujours. Kim, est-ce que mon portfolio est assez fort? Est-ce que je dois être assigné à une agence? Est-ce que je dois être représentée ou c'est correct que je ne le suis pas? C'est quoi un salaire en tant que danseuse? Fait que je me suis dit, OK, on va récolter tout ça, puis on va répondre à toutes ces questions-là. Puis c'est ça me fait plaisir de voir la nouvelle génération pouvoir... c'est ça, quand tu es jeune, tu ne sais pas nécessairement tous les métiers possibles que tu peux faire. Souvent, des métiers typiques qu'on va te dire de faire, mais quand tu viens pas d'un milieu artistique, c'est très difficile de même imaginer une carrière dans n'importe quelle discipline artistique. Ça prend des gens comme ça qui nous ouvrent le regard là-dessus, les portes, qui nous encouragent. C'est super. Bravo. Je me tourne vers toi, Caroline Monet. C'est formidable. Caroline, tu es une des artistes visuelles les plus reconnues et célébrées de ta génération. Tu as des œuvres qui ont été présentées, vues à Montréal, notamment au World Press Photo en 2022, dont tu étais la porte-parole. Tu as eu ton show solo au Musée des Beaux-Arts, au Musée d'art contemporain. Tu as aussi présenter ton travail partout à travers le Canada, à Berlin, à Los Angeles, à New York et cette année en Australie. Oui, bientôt, là, ça s'en vient. Wow! Félicitations! Génial! Oui, mon Dieu! Ça va loin. Toi aussi, ton parcours il est très impressionnant, donc on va également le survoler dans une quick bio.
toi aussi, t'es née en 1985, Caroline. Oui, même année. Oui, il y avait quelque chose dans l'air. Avril. En septembre. Oui, moi, je viens juste de fêter mes 40 ans. Là. Oui! Gros moment de charnière. Oui, grosse année cette année. Oui, hein? En même temps, bilan, en même temps, tremplin, hein? Il paraît que ça fait cet effet-là, le 40. C'est excitant, là, je sais pas, de penser à ce qui peut s'en venir pour la prochaine décennie, en tout cas. Oui. T'es née à Ottawa et t'as grandi dans deux régions très différentes, à Finistère, dans l'ouest de la Bretagne, parce que ton père est français, mais également à Elmer, qui est un territoire algonquin Anishinaabe en Outaouais. Ouais. Tu as étudié la sociologie et les communications à l'Université d'Ottawa et aussi à l'Université de Grenade en Espagne. Ce qui fait de toi, je trouve ça très intéressant, une artiste visuelle autodidacte. Oui, complètement. Mais un peu, moi aussi, à un moment donné, dans la dernière session d'université, j'ai dit j'arrête ça. Je veux faire du cinéma, je veux pouvoir m'exprimer. Je veux pas devenir sociologue dans la vie, mais je trouvais que les artistes étaient un peu comme des sociologues. On observe le monde qui nous entoure, faut qu'on offre des pistes de discussion. On est au premier rang du pouls de la vie, de la société. Puis, fait que c'était bien plus une place pour moi que derrière un bureau ou faire des études sociologiques. Ces acquis-là t'ont servi, puis ils te servent encore. Oui, bien sûr. De toute façon, toute ma pratique est très ancrée sociologie. J'adore. Moi, l'humain m'intéresse, les sociétés m'intéressent, comment on se construit au fil des générations, comment les villes sont construites, tout ça. Je pense que ça vient de mes études en sociologie quand même. C'est cool. Oui. Actuellement, tu apprends l'Anishinaabe-Mohin que ta mère n'a pas pu te transmettre à cause des politiques d'assimilation. Tu as reçu énormément de prix, notamment le prix Pierre Ayotte en 2020, le prix Sobé pendant la COVID, édition COVID. Oui, c'est ça. On était 25 finalistes. Ils ont décidé. Parce que le prix Sobé, c'est le prix le plus grand prix de reconnaissance en art visuel au Canada. Puis, ils font une sélection. Il y a 25 artistes sur une liste longue. On descend à 5, puis après, il y a un grand gagnant. Mais l'année COVID, ils ont décidé de l'offrir aux 25 artistes qui étaient dans la longue liste. C'était comme un geste super altruiste parce que, sûr qu'on sait, pour les artistes, la COVID, c'était très difficile quand même. Oui, ça a été un coup. Ça motive, ça l'encourage. Oui, c'était une façon de dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne pourra pas de toute façon avoir le gala, on ne pourra pas se rencontrer pour faire des jurys, puis c'est un long processus sur 1 an. Donc, ils ont décidé de faire ça finalement. C'est une bonne idée dans un bon timing. Un beau geste, là. Oui, absolument. Ton travail il a été intégré dans plusieurs collections très prestigieuses, notamment l'UNESCO à Paris, la Banque nationale du Canada très récemment. Au Musée des Beaux-Arts, Hydro-Québec, CDPQ, j'en passe. Dans ta pratique, tu abordes l'identité autochtone de manière contemporaine, mais aussi la mémoire collective, et tout ça est sous un angle féministe. Tu revalorises beaucoup dans ta pratique photographique la femme autochtone ou les femmes autochtones. On les voit prendre des postures très fières, avec des couleurs très vibrantes. J'aimerais ça, pour commencer, si tu peux nous parler des femmes autochtones, parce que j'ai l'impression qu'à travers ton regard, il émane d'elles quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Oui, bien, je pense que tout ce travail photographique, je le fais d'abord pour ma mère, pour mes tantes. J'ai envie qu'elles se trouvent belles, qu'elles se trouvent élégantes, fières. J'ai envie qu'elles soient fières de qui elles sont, qu'elles aient comme pas envie de se cacher. Ou je pense que toute leur vie, on leur a dit de pas faire trop de vagues, de pas prendre trop de place en tant que femme autochtone. Tu sais, c'est souvent aussi ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours très noir et blanc. Les femmes, c'est toujours des victimes. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois mes amis, les femmes autochtones dans mon entourage. C'est pas comme ça que je vois ma mère, ma soeur, mes tantes, du tout. Je les trouve drôles, je les trouve résilientes, sont excentriques aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime bien les montrer vraiment de façon très colorée, un peu même façon fashion, tu sais, très, très léchée dans la photographie. Elles sont super maquillées, tu sais, maquillées comme une photo de mode, là. On prend la journée pour se coiffer, maquiller, des costumes vraiment élaborés. Je prends du temps, là, je mets beaucoup d'attention dans les détails de chaque photo. Puis j'ai envie que quand elle voit la photo, elle se sente belle, tu sais. Quand j'ai fait récemment, l'année passée, une série photo, puis j'ai invité une artiste d'Abitibi, Virginia Bordelot, qui est une Cree, mais qui habite en territoire Anishinaabe. Puis elle, c'était la première fois qu'elle se faisait maquiller, coiffer, qu'elle se faisait prendre en photo comme ça.
Puis quand elle a vu sa photo, elle dit « je me sens comme la Sophia Loren du monde autochtone. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. C'est exactement pour la raison pourquoi que je fais ces photos-là. C'est que de réélever la femme autochtone sur un piédestal, lui redonner la place qu'elle mérite, parce qu'elle a permis à bâtir la société du Canada, elle fait partie de la société, puis elle va être là pour encore longtemps. Fait que c'est juste de remettre ces femmes-là, ces corps-là, qui sont des corps colonisés quand même, dans l'imaginaire collectif. Que ça ne devienne plus juste les victimes qu'on voit à la télé. Puis, tu sais, les sociétés, les communautés autochtones, c'est des organisations matriarcales, contrairement à les allochtones, c'est très patriarcal. Souvent, les régimes qui sont mis en place, fait que j'imagine, tu sais, il y a aussi ça de redonner la place centrale. Surtout aussi de dire que le changement passe par les femmes. Tu sais, en tout cas, dans les communautés autochtones, c'est elles qui sont sont au front. C'est elles qui sont vraiment moteurs de changement, qui se battent pour les prochaines générations, puis qui font avancer les choses. Tu sais. Ouais. J'avais entendu à la radio l'autre fois comme quoi, pour qu'une révolution fonctionne dans une société, il y avait quelques critères, on va dire, puis l'implication des femmes comme dans le moteur, là, ça faisait vraiment partie moi aussi, j'étais comme wow! Mais c'est sûr, là, même quand ils font des armes de guerre, par exemple, ils vont attaquer les femmes en premier. Je pense que les femmes c'est comme si on se rendait pas compte à quel point on peut être forte. Il y a une résilience vraiment qui est passée de génération en génération, puis on peut vraiment accomplir des grandes choses. Ouais. C'est vrai que des fois, on y pense moins ou on l'oublie, mais c'est bon de se le rappeler. Toutes les deux, il y a plusieurs éléments qui vous unissent, même si vous êtes dans des champs artistiques différents. Outre votre année de naissance, le fait que vous êtes très proches de vos sœurs, toutes les deux, vous aimez collaborer avec elles lorsque c'est possible dans votre travail. Je trouve ça très beau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui naît dans ce genre de rapport-là, de la sororité. T'as combien de sœurs? Une seule. Une sœur. Toi, t'en as 3. Vous êtes 3. Ouais, on est 4. Vous êtes 4? Ouais. Grosse gang. C'est le fun. Beaucoup de cheveux partout. Ah oui? Des bons parties de Noël. C'est ça. Puis, on peut pas faire semblant que sur votre front, on n'ait pas tatoué le mot excellence, succès. Donc, j'aimerais ça qu'on aborde ces sujets-là. Donc, de l'excellence et du succès. Kim, tu as reçu en 2017 le prix éthique de travail au Gala World of Dance Industry. Ça, à mon sens, c'est signe que dans ton travail, oui, il y a la qualité, il y a le talent qu'on te connaît, mais il y a aussi une éthique. J'avais déjà entendu que les artistes, danseurs, danseuses qui étaient québécoises qui allaient travailler à LA, il y avait on était associés, à vraiment un travail de qualité. Je trouve ça intéressant. Je me disais, est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement cet aspect-là irréprochable dans tes communications avec les gens, dans ta façon d'entrer en contact, autant dans ta façon de travailler, ça a contribué à ton essor professionnel? 100%. Moi, quand j'étais jeune, justement, j'ai commencé à danser, j'avais 15 ans. Je suis tombée tout de suite dans le commercial de hip-hop, ce qu'on voyait à la télé, des clips. Je trouvais ça cool. OK, let's go, on s'embarque. Je suis pas la danseuse qui peut lever sa jambe jusqu'à ici puis qui a des super de beaux pieds pointés. Oui, j'ai eu un peu de technique. Par la suite, j'ai compris que c'est important de prendre des cours de contemporain. J'ai fait, peut-être, je peux les compter, je pense sur une main, le nombre de cours de ballet que j'ai fait. Mon corps était déjà développé à ce moment-là. J'ai pas mes splits, j'ai pas, puis ça m'a mis beaucoup en doute. Je me suis dit, OK, j'ai dit ce qu'il faut parce que je regarde toutes les grandes danseuses, puis ils sont capables de tout faire, puis ils sont magnifiques, puis ça tourne, puis ça saute, puis ça a des jambes à n'en plus finir. Puis, je me rappelle, je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses, mais j'ai une prof en particulier qui est vraiment venue célébrer le fait que je travaillais fort dans nos classes de jazz. Donc, c'est un gros merci à Sonia Clark qui a un programme de danse ici au Québec, d'ailleurs, maintenant. Je me pratiquais avant. Là, quand on avait une petite pause d'eau, moi, je repratiquais mes chorégraphies. Puis là, je retournais à la maison, j'essayais de faire mes splits. Puis à un moment donné, elle a arrêté la classe, puis elle a dit, je veux juste souligner que Kim, c'est peut-être la moins forte techniquement ici, mais je la vois bûcher, je la vois travailler, elle est professionnelle. Puis moi, ça m'a en confiance. Puis elle a commencé à m'engager sur plusieurs projets, tout ça. Puis c'est venu vraiment, je pense, changer
ma façon de penser, me dire, OK, j'ai des faiblesses, puis c'est ce que j'aime enseigner dans mon programme, tu sais, on a tous des faiblesses, mais c'est de comprendre c'est quoi tes forces, puis mise là-dessus. Accepte tes faiblesses. Je veux dire, j'ai des jambes courtes qui sont pas super flexibles, puis c'est correct. Puis plus rapidement, je me dis, c'est correct. Moins je vais pas tomber à terre quand on va me dire, Kim, t'es pas très technique. Tu sais, ben non, je le sais. Tu m'apprends rien. Ouais. Mais c'est quoi mes forces? C'est OK, je suis professionnelle, je vais répondre à ton courriel tout de suite, je vais me présenter 15 minutes d'avance, je vais pas être en retard. Tu sais. Donc, oui, c'est venu jouer un grand rôle sur ma carrière. Oui, hein? Oui, ça m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui est important à transmettre, ça aussi, j'imagine, vous en parler. C'est facile de se comparer. Puis, on parlait des réseaux sociaux justement avant de commencer à enregistrer. Je veux dire, les danseurs, moi, je suis contente de ne pas vraiment avoir eu ça. Tu sais, je veux dire, oui, vers la fin de ma carrière, on embarquait puis on partageait ce qu'on mangeait, là, tu sais. Puis, tu sais, c'était pas dans le gros moment comme avec les jeunes avec qui je travaille qui ne font que se comparer puis que c'est leur outil principal. Puis, c'est facile d'un coup être très découragé et de dire, j'ai pas ce qu'il faut. C'est de revenir à, non, c'est quoi tes forces, tu sais, mise là-dessus. Tu as quelque chose d'unique à offrir. Une carrière professionnelle, c'est pas juste ta technique ou ton talent, tu sais, c'est aussi toute ton éthique de travail va faire en sorte que les gens vont vouloir travailler avec toi, te rappeler. Exactement. Je pense que c'est tellement important. À la fin de la journée, je veux dire, si tu t'en vas en tournée, tu es avec une famille que tu n'as pas choisie, oui, tu peux super bien danser pendant 2 heures sur la scène, mais les gens vont te choisir parce qu'ils veulent être à tes côtés pendant des mois, tu sais. Oui, puis que tu es professionnelle aussi. Tu n'es peut-être pas la meilleure danseuse, mais tu es professionnelle, donc il y a un balance qui se fait, tu sais, exactement. Fait que oui, ça a été vraiment, je pense, le plus beau cadeau là, de recevoir ce titre-là en particulier. Ça m'a vraiment touchée. Ah oui, nous, ces temps-ci, parenthèse, on a un de nos enfants, tu sais, qui est vraiment très, très fort en sport, tu sais. Puis j'espère qu'en tout cas, il est trop jeune, il ne pas. Mais, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire sur son attitude, puis justement d'être dans la collaboration, puis pas être un mauvais gagnant, puis de pas être, tu sais, comme c'est 7-1 face à l'autre, tu sais, c'est super coquille. Tu sais, il faut pas faire ça, tu sais. Mais c'est la manière d'être, tu sais, il y a des choses qui s'apprennent, tu sais, comme techniquement ou tu sais, dans le travail, puis il y a des choses qu'il faut que tu incarnes à un moment donné. Il faut que tu sois nice si tu veux être entouré de bonnes personnes. Tu sais, sinon, les gens, c'est ça, ils n'auront jamais le goût de te rappeler. Tu sais. Surtout, plus tu montes, je pense, quand tu es rendu de travailler avec Beyoncé, tu n'as pas le choix d'être hyper pro là, à tous les niveaux. C'est une extension de la personne qui t'engage. Tu la représentes. Qu'est-ce que tu vas faire dans le club le soir? Là, je veux dire, c'est con, des fois, on n'y pense pas, mais le monde va prendre des photos puis des vidéos. Ben, avez-vous vu? Puis là, maintenant, je veux dire, les réseaux sociaux, ça se propage en 2 secondes. Là. Donc, c'est de penser à ça aussi. Là. Oui, c'est vrai, c'est l'extension. Intéressant. Caroline! Caroline, toi aussi, tu as cette éthique de travail-là. Moi, ça fait une couple de fois qu'on collabore ensemble. Tu réponds toujours à tes courriels. C'est pas le cas de tous les artistes et tous les artistes messages à la communauté artistique. Tu es très douce dans ton approche. Tu es très, très professionnelle également. Puis, au niveau de ton travail dans les arts visuels, je remarque que tu pousses toujours plus loin. Tu vas toujours une coche plus loin que ce qui pourrait être comme convenu. Puis je prends en exemple, c'est une expo que j'ai adorée à New York, à l'Arsenal, l'exposition Chantier dans laquelle tu abordais les conditions de vie insalubres de différentes communautés autochtones. Puis tu avais pris l'énergie, le temps de communiquer avec des scientifiques pour intégrer dans tes œuvres des moisissures stabilisées pour pas que ça se dégrade. Mais tu sais, c'est quand même intense dans le sens que là, tu vas mettre dans ton travail quelque chose qui n'est pas visible en art visuel, mais qui ajoute un layer qualitatif, tu sais, comme au-delà de ce que les artistes vont penser faire. Tu sais, j'imagine que cette quête-là j'oserais pas dire la perfection, parce que, tu sais, on se fait dire, ça n'existe pas, la perfection. Ben non, puis c'est plate, la perfection. Oui, c'est vrai. C'est beau d'être un petit peu imparfait sur les bords, mais je suis perfectionniste, par exemple. Je veux toujours, je suis très ambitieuse, puis je veux toujours plus, puis j'essaie toujours de trouver la meilleure façon de faire passer mon message. Donc, c'est sûr que si je parle de moisissures qui s'infilent dans plusieurs maisons autochtones dans le nord du Canada, est-ce que je suis capable de travailler avec la moisissure directement? Puis si oui, ben là, je peux appeler un labo. Le plus proche de Montréal que j'ai trouvé, c'était à Joliette. Puis trouver quelqu'un qui va embarquer avec moi dans ce projet-là aussi. Est-ce que je peux mettre
planches de gyps dans ton labo pendant une couple de mois en incubation, puis que tu fasses pousser des champignons dessus pour qu'ils viennent coloniser mes planches de gyps. Il faut aussi que je leur communique ma passion pour mon projet, pour qu'ils embarquent dans mon projet, puis là, qu'on travaille ensemble, puis ça devienne une collaboration. Mais moi, c'est là que ça me fait triper parce que en tant qu'artiste, j'ai pas des connaissances dans toutes les disciplines ou tous les milieux. J'aime ça, travailler avec des consultants d'architecture pour me permettre de faire des grandes installations architecturales, travailler avec un laboratoire pour faire pousser de la moisissure sur du J-Proc, travailler avec des gars en son ou des musiciens pour faire un film. En tout cas, de vraiment ouvrir les horizons pour être capable de, que ma vision est capable d'arriver à quelque chose. Les gens sont assez ouverts, j'imagine. Moi, je trouve ça trippant, je me dis, embarque tout de suite. Oui, c'est ça. Je pense que quand tu me vois, puis j'ai des étoiles dans les yeux, parce que moi, je suis passionnée, puis j'ai envie de dire quelque chose. Super vendeur. C'est pas non plus, c'est pas une œuvre juste pour que ça soit beau, j'ai envie de passer un message, j'ai envie de changer le monde à travers l'art, puis à chaque œuvre d'art, chaque projet, faire une différence. Donc, peut-être qu'ils ont envie de contribuer à ça aussi. Ben, je l'espère, mais jusqu'à date, so far, so good. Puis dirais-tu que le fait que tu sois autodidacte, ça t'as comme pas de barrière. J'ai l'impression en t'entendre que tout est permis, tu peux rêver à tout. Je pense que tout est possible. Puis ça, je l'ai compris très tôt. Je pense que je suis pas formatée par une université ou par une façon de penser. Tu sais, souvent, on va dire, on reconnaît ceux qui sont sortis de telle institution ou telle institution. Moi, je me suis lancée là-dedans, puis j'ai commencé par le cinéma avant les arts visuels aussi. Fait que j'amène tout ce bagage-là. T'sais, avant la sociologie, après la sociologie, j'ai fait du cinéma, puis là, du cinéma, je suis allée en art visuel. Fait que tout ce bagage-là fait partie aussi, puis plus je peux faire tomber des murs, puis plus je peux comme ouvrir mes horizons, plus moi, je suis curieuse, puis ça m'excite, puis je peux faire des plus grandes choses, en fait. C'est comme un cercle vertueux, là. Ça se nourrit. Puis c'est le fun d'amener le monde dans ton univers, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de s'entourer de bon monde, puis de triper en gang. Puis c'est le fun quand tu ouvres une expo au Musée des Beaux-Arts, puis tu dis, il y a comme 15 collaborateurs là-dedans, puis tu le célèbres ensemble. Puis moi, je crois pas du tout à l'artiste unique, le génie. C'est sûr, quand tu es peintre, là, c'est différent, mais moi, c'est pas mon médium. Moi, je crois pas à l'artiste en haut de la pyramide, tout seul dans son atelier, que ce cri de génie. Moi, puis ça revient à ce que tu disais, il y a énormément de travail. Il y a peut-être, je sais pas moi, 10 de talent, mais 90 de travail, c'est de la recherche, c'est des conversations, c'est trouver des solutions à des problèmes. Puis moi, ce travail-là, je l'aime. J'aime travailler. Tu mets vraiment une lumière sur quelque chose d'important, je pense, parce que pour les jeunes qui nous regardent ou qui écoutent cet épisode-là, c'est facile de rêver et de dire « wow, le talent », mais il y a vraiment autre chose. C'est l'ambition, puis c'est le drive, puis c'est la détermination, puis c'est 5 portes qui se ferment devant toi, puis c'est non, OK, je reprends, je me retrousse les jambes, les manches, puis je continue. Je pense que c'est important de passer ça comme message, parce que ça se fait pas de même. La drive, c'est ça le moteur qui te permet de faire quelque chose. Puis cette drive-là, pensez-vous que vous l'avez toujours eue? Oui, moi, je suis convaincue que oui. Je suis quelqu'un de très compétitif. OK. Mais compétitive, même envers moi-même. Comme j'aime pas ça, être pas bonne. Je comprends. Fait que je vais comme essayer d'être meilleure ou de faire quelque chose. Puis je pense, je sais pas si toi t'as ça, mais la plupart des artistes ont un grand besoin de se faire aimer, là, de se faire accepter. Donc c'est une façon de se faire valoriser. Je pense pour moi, quand j'ai commencé, c'était une façon de me valoriser, de trouver, de prendre confiance en moi, de trouver une voie, tu sais, de trouver est où ma place dans la société, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me regarde finalement, tu sais. Fait que c'est parti de là, mais après la drive a grandi tout le temps. Le fond, il reste le même. Wow. Puis toi aussi, tu as toujours vu ça? Vraiment perfectionniste. Par défaut, des fois. Mais oui, c'est ça. Puis même le côté de vouloir plaire. Puis si je vais m'embarquer dans quelque chose, je vais y aller à fond. Je vais le faire pour vrai. Puis je vais faire les recherches. Puis on a accès à tellement d'affaires maintenant, justement. C'est ça, d'aller parler à un expert, de parler à quelqu'un qui a déjà fait. Toi, comment tu t'es rendu, où tu t'es rendu. Puis vraiment de venir utiliser toute cette influence-là pour me rendre le plus possible. Puis pouvoir me revirer puis dire, peu importe ce qui arrive, moi, je suis fière de ce que j'ai fait.
Ce qui est tough, là, c'est pas toujours doute, puis on embarque là-dedans. Là, oui, puis quand ça se passe pas, tu sais, comme on aurait voulu, là, on se tape sa tête, là, tu sais, comme à l'infini. Mais ça prend une drive puis une humilité aussi d'aller cogner aux portes puis dire, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas faire ça. Tu sais, des fois, justement, si on veut pas être au sommet de la pyramide puis accepter qu'on fait partie de la masse quelque part, ben, il faut qu'on accepte qu'on on sait pas. Il y a la majorité des choses, on les sait pas. Tu sais, absolument. On sait pas grand-chose. Puis chaque projet amène une autre opportunité aussi. Il faut suivre quand même son instinct puis suivre. Je pense qu'il faut pas trop planifier, dire moi, dans 10 ans, c'est sûr que je fais ça, parce qu'on risque d'être déçu. Je pense qu'il faut vraiment laisser ça ouvert, se faire confiance, suivre son instinct, mais un projet peut en amener un autre, qui en amène un autre, puis c'est comme ça qu'on grandit. Oui. Vraiment. Oui. Puis j'avais entendu ça, mon Dieu, je suis pas du tout mes cartons, mais que si on s'écoutait vraiment, là, il paraît que dans le corps, quand on a une opportunité, on pourrait sentir un léger débalancement vers l'avant ou vers l'arrière. Je l'ai jamais essayé, je l'ai appris très récemment dans un podcast. Mais faut que je mette ça en œuvre. Là. Comment je mets ça? Chaque fois que j'ai une demande, je vais vers l'avant, c'est à suivre. Parlant du corps, je vous amène vers un parallèle intéressant qui passe par le corps, justement. Donc, dans une de tes œuvres, il y a une chorégraphie que tu as interprétée, donc Debout. C'est une œuvre monumentale qui fait partie maintenant de la collection de l'UNESCO à Paris. Dans laquelle on voit 6 femmes autochtones qui se tiennent debout en regardant droit devant. C'est une œuvre donc qui est géante, puis qui met de l'avant la force des femmes autochtones, leur implication, le fait qu'elles ont été oubliées pendant la crise d'octobre également. Et puis, ce mouvement-là, il est également très présent dans Who Run the World? Girls! Tu sais, qui est dans le refrain, il est là avec insistance. Puis là, en lisant là-dessus, parce que, tu sais, juste comme, je trouvais ça intéressant, tu sais, ce parallèle-là, je me suis dit, OK, bon, ben, en 1968, à la cérémonie de remise de médailles du 200 mètres des Jeux olympiques de Mexico, il y a 2 Américains, Tony Smith et John Carlos, qui, pendant l'hymne national, ont levé le point, baisser le regard toutefois, ce qui est différent de votre situation, baisser le regard en signe de contestation par rapport à tout ce qui se passait, le racisme systémique qui était très, très à son apogée aux États-Unis. Maintenant, tout est réglé. C'est une fleur. Donc, ce symbole-là, il est présent dans plusieurs luttes. C'est un symbole de non-soumission. J'aimerais ça savoir, quand vous l'avez mis dans votre corps, quand vous avez pris cette posture-là, comment vous vous êtes sentis, l'une et l'autre? Ben, c'est sûr que ça fait vraiment du bien. Il y a quelque chose, tu sais, puis, tu sais, des fois, les gens vont parler du corps, là, que, OK, ben, tu tes épaules vers l'arrière, ta poitrine, tu sais, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une énergie qui se change en toi. Puis, ça, je pense que c'est peut-être le 2e numéro qu'on faisait, tu sais, le concert commençait comme ça, là, tu sais, puis on embarquait juste des femmes. Puis ça, c'est dans le temps, je pense que c'est plus le cas avec Beyoncé, mais c'était un band juste de femmes, c'était toutes des femmes sur la scène, tu sais. De pouvoir en unisson comme ça, là, tu sais, let's go, who run? Il y a quelque chose qui se passe, là, il y a un échange qui est vraiment incroyable, puis c'est ressenti dans le public aussi. Puis tu te dis, c'est un move de danse, mais je trouve ça super beau comme parallèle, puis de venir souligner ça, parce que non, c'est pas juste ça, tu sais. Puis après ça, quand tu viens faire des recherches de c'est qui le chorégraphe qui a chorégraphié ça, puis pourquoi, puis de où ça vient, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui s'est inspiré de quelque chose, puis non, c'est toujours un super de beau moment, puis tu sens que le monde dans l'audience. Le feel aussi. Mais c'est tellement un symbole fort contre toute forme d'oppression, je pense. Puis c'est encore plus fort quand on est plusieurs, parce que tout seul, je pense, ça n'a pas la même force que quand il y a plusieurs personnes rassemblées qui le font. Là. Puis, je sais pas, il y a comme, peut-être dans le cas de ma photo, oui, c'est les luttes contre les politiques d'assimilation du gouvernement canadien contre les populations autochtones, la place des femmes autochtones à cette époque-là qui perdaient leur statut de femmes autochtones sous la loi sur les Indiens. Si elles mariaient à l'extérieur de leur communauté. Donc, par exemple, ma mère autochtone qui marie un Blanc perd son statut. Donc, il y avait toutes ces luttes des femmes pour récupérer leur statut, pour pouvoir le passer à leurs enfants, parce que c'est ton identité, c'est ton droit à ton identité qui est menacé.
Mais il y a aussi ce côté de cette connexion avec les ancêtres aussi, de comme tu portes aussi la responsabilité de cette génération passée et de cette génération qui s'en viennent. Fait qu'il y a comme une connexion. Je pense que tu comprends qu'il y a une connexion plus forte que toi. C'est pas juste toi tout seul qui lève ton poing dans les airs. T'es comme, il y a des répercussions à ça. Ça... presque contagieux, là. Ouais. Puis même quand on le voit, quand on le fait pas, mettons, quand on le voit, on est comme happé par ça. C'est de empowerment. Ouais, on a envie de s'engager. Moi aussi, j'y vais. Ça donne de la force beaucoup. Oui, hein? Ouais. Et là, je m'en vais vers autre chose. C'est un peu moins évident. Mais en même temps, très important, tu sais, les filles, je me dis, money talks. Tu sais, money talks. Il faut qu'on y aille. Bon, vous êtes deux artistes. C'est évidemment des milieux qui sont extrêmement précaires, compétitifs, non syndiqués. Non, mais et puis il vient avec ça une pression de performance. Tu sais, comme on dit, on est toujours aussi bon que le dernier projet qu'on a livré. Tu sais, il y a ça qui nous vient en tête. C'est sûr quand notre nom est toujours un peu en jeu. Puis, tu sais, moi, je me rappelle quand avant, j'étais prof au primaire, là, tu sais, puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, je vais aller en histoire de l'art, tu sais, j'ai comme vraiment cet appel-là, tu sais. Avec, tu sais, 2 enfants séparés, t'es comme, bon choix, fille! Mais, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, histoire de l'art d'être paumé, puis ça m'avait vraiment marqué, parce que j'étais comme, oh God, je vais être paumée, tu sais. C'est tellement un préjugé. J'avais trouvé ça très démotivant et anxiogène. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, je pense qu'il faut quand même y aller, mais c'est quand même une lourde pression, le fait de choisir un chemin qui n'est pas rassurant, tu sais. Puis vous, ben, je sais maintenant, toi, vous êtes plusieurs personnes à l'atelier, tu sais, ça doit aller bien. En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Kim, t'as l'air de bien aller aussi. T'as développé, tu sais, t'as fait du jury dans des émissions, t'as fait, tu sais, une belle carrière. J'imagine qu'à un moment donné, tu peux... Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Y a-t-il des moments au travers de votre parcours où vous vous êtes dit, aïe, genre, je pense pas que je vais arriver à la fin du mois, ou je pense pas que c'était une bonne idée finalement. J'aurais peut-être pas dû prendre ce risque-là d'embarquer dans cette carrière-là. Est-ce que vous avez déjà... Je pense que j'étais un peu naïve parce qu'on dirait que j'ai pas pensé tant que ça. Moi, c'est genre, j'écoute mon cœur, yeah! Je me lance en danse, tu sais. Puis je pense que ça m'a servi d'une certaine façon. Mais tu sais, pour en revenir à ma mère qui travaillait plusieurs jobs, qui était là pour nous supporter, tout ça, c'est vraiment une mère solution. Tu sais, à chaque fois que j'arrivais avec un problème, c'était OK, bon, ben, gars, tu préfères ça. Tu sais, on dirait que même si on avait des moments plus difficiles ou plus stressants ou à la fin de mois, on a un manque d'électricité ce mois-ci, on n'en a pas, tu sais, ben c'est correct, on va demander au voisin un fil électrique puis on va s'arranger. Puis, tu sais, il y avait comme, elle était très mode solution. Puis, fait que là, il y a ça, je pense, combiné avec, mais moi, je veux pas en manquer comme ma famille. Tu sais, je pense un peu cette peur-là aussi qui est venue faire un tout pour que je me lance, mais aussi avec précaution, que j'ai toujours été quelqu'un qui sauvait de l'argent. Même si c'était pas beaucoup, c'était moi puis à ce jour là, tu sais, je vais avoir 40 ans cette année puis je vais amener mon lunch en répétition, tu sais, au lieu d'aller à l'heure du lunch, aller dépenser, tu sais, je me laisse du lousse un peu là, mais j'étais tu sais, moi quand je déménageais à Los Angeles, j'avais tu sais mon petit 5 000 $ dans mon compte de banque que j'avais bien sauvé depuis quelques années, puis là on faisait attention, puis c'était tu sais au dollar près, puis mais ça m'a aidé à venir vraiment créer une genre de routine puis un automatisme là-dedans de ben, tu mets de l'argent à côté, tu vois ce que tu as, ce qui rentre. Puis en même temps, on dirait que ça m'a permis d'ouvrir les portes à plus et plus et plus, puis me rendre compte que, OK, ben ça va bien. Puis, tu sais, j'ai comme pas eu un stade où j'ai flambé juste pour le fun je pense que je faisais attention à moi. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, j'avais, je pense, peut-être 18 ans, puis je parlais à une amie danseuse qui me parlait de mettre carrément super facile, automatisé dans un compte d'investissement. Pas d'investissement, même pas encore, c'était juste d'épargne. OK. Mais puis je me suis dit, je me lance là-dedans. Je suis toute jeune, je sais pas. Je mets 25 $ par mois là-dedans. Hey, on va pas aller loin avec 25 $ par mois. Mais encore une fois, c'est venu créer un peu cette attitude-là de hey, j'ai un compte de banque qui se remplit tranquillement pas vite, j'y pense même pas. Fait qu'il y a eu certains moments de ma jeune carrière, je pense, qui m'ont aidé à comprendre, OK, je suis sous contrôle. Tu sais. Je peux pas toujours savoir ce qui va rentrer, mais quand ça rentre, qu'est-ce que je fais avec pour m'assurer d'être correct, de me sentir bien. C'est là que t'as du pouvoir. Quand c'est rentré, parfait, comment tu le dispatches. Puis, fait que toi,
tu as vécu de ta carrière? Pas mal tout de suite dès, j'ai quitté l'université, puis dans le fond, j'ai jamais vraiment eu d'autres jobs. Je te dirais aussi, c'est dans un camp de vacances, mais j'enseignais de la danse. C'était toujours un peu relié. Mais tu sais, en même temps, la réalité de la chose au Québec, on va se dire, en danse, c'est très difficile. Je veux dire, ça a l'air. On est payé des peanuts, même tout ce qui est côté union, show de télévision, film, ça fait mal. Moi, je déménage à Los Angeles, puis je me suis dit, OK, Kim, ça va bien, tu as une belle carrière au Québec, puis tu vis de ça. Attends-toi, tu recommences à zéro dans un autre pays. J'ai fait, je pense, le double la première année. C'est pas parce que j'ai plus travaillé, c'est qu'il y a plus de budget. Plus d'opportunités. Plus d'opportunités. Donc, ça aussi, ça a été comme un « Ah, OK, intéressant ». Il n'y a pas si longtemps, j'avais vu passer sur les réseaux, parce que j'ai des amis qui dansent, puis c'était comme un mouvement, tu sais, refuser la catégorie 1 de l'UDA, tu sais, pour une journée de tournage. C'est quoi, c'est 300? Dans le fond, c'est que on est les seuls, comparé à peut-être chanteurs, animateurs, quoi que ce soit, des danseurs, il y a plusieurs catégories. Donc, c'est pas je t'engage, puis tu fais ce que tu as à faire, c'est est-ce que j'engage juste un danseur? Fait qu'on appelle ça un peu la clause Costco. Parce que là, plus tu as de danseurs, quand tu es rendu catégorie 4, puis là, tu en as 5 à 8, 8 à plus, ben c'est moins cher du danseur. Fait que là, moi, je viens faire la même job que, je veux dire, je vais me donner tout autant, que je sois seule à faire un solo ou qu'on soit 3 ou qu'on soit 5. Tu vas pas moins c'est ça, moins pratiquer puis moins me donner. Mais là, tout d'un coup, je suis payée comme un extra qui est assis puis qui fait semblant de souper dans un café là, à 121 $ pour la journée. Là. Non, c'est pas normal. Fait que je suis professionnelle. Là. Moi, je suis au top je suis supposée être celle que tu t'engages pour tous ces gros shows de télévision-là. Donc, c'est ça que tu as vu passer. On continue à se battre. C'est difficile, mais tranquillement, pas vite. Je pense qu'il faut qu'on se tienne les coudes puis qu'on s'en parle puis qu'on soit là en tant que génération à faire bouger les choses. C'est important. Dans les différentes industries, comme en art aussi, tu sais, il y a ça des fois de se dire, il y en a qui vont l'accepter même si c'est pas assez rémunéré ou même si c'est pas rémunéré. Fait que toi, si tu te tiens debout et tu te dis non, moi, je vais pas le faire si le salaire n'a pas du sens, ben là, tu sais, t'es comme... Il faut passer à quelqu'un d'autre. Oui! C'est ça. Rough. Fait que oui, il faut vraiment... catch-22 là-dedans. Là. Mais surtout quand tu commences et que tu as besoin d'exposure puis qu'on voit ton travail, de faire ton nom, c'est difficile de dire non dans ces temps-là. Mais... Oui, effectivement. Mais aussi, tu sais, c'est pas normal qu'on va dire à un artiste monte ton travail puis ça va te donner une belle visibilité ou fais-moi un design puis ça va te donner une belle visibilité. Non, je te donne un service quand même. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Tu dirais jamais ça à ton mécanicien, ça va te donner de la visibilité. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand c'est de l'art, quand c'est de la culture, c'est comme mais tu sais, on va te voir, tu sais, c'est comme un salaire. Tous un loyer à payer, on va tous manger. Tu sais. Mais je pense que cette précarité-là dont tu parles dans le monde des arts nous oblige à être super rigoureux dans la façon de gérer ses finances parce que c'est feast or famine. Tu sais, moi, je me rappelle, quand je commençais, j'en ai mangé des cannes de thon puis pas capable de payer mon loyer. Puis des fois, j'en avais de l'argent. Puis là, c'était vraiment le fun, mais des fois, il n'y en avait pas non plus. Puis il faut que tu gères, tu te dises, je peux pas tout dépenser maintenant parce que je sais pas si le mois prochain, je vais être capable de manger. Fait que tu te gères, tu sais, comme tu dis, tu mets tout de côté puis tu restes très conservateur dans ta façon de gérer ton argent. Puis moi, j'ai gardé ça aujourd'hui quand même. OK. Tu sais, j'ai jamais dit, je vais être artiste pour être riche, là. Je pense que ça fait pas de sens. Tu dois vraiment être passionné pour faire ce métier-là. Si c'est pour être riche, il y a plein d'autres façons de faire ça, là. Mais j'ai gardé cette rigueur au niveau financier, puis c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir des assistants à l'atelier, de pouvoir faire un roulement, d'être super organisée, puis de me dire, tu sais, de me coucher le soir en disant c'est correct, je vais être capable de le payer mon assistant, tu sais, parce que ça vient avec une responsabilité aussi quand tu as la vie des gens en jeu, de leur famille, de leur salaire, de leur loyer à eux autres, puis tu sais, de leur vie. Si j'avais pas appris très jeune que faut faire attention puis il faut gérer ça d'une façon intelligente, peut-être je serais pas capable de faire ça aujourd'hui. Puis des fois, c'est aussi d'avoir des personnes qui travaillent avec toi, ça te permet d'aller justement plus loin aussi. Tu sais, c'est donnant-donnant. Là, je me rappelle la première assistante que j'ai engagée, je l'ai appelée puis j'ai dit je sais pas comment on fait ça, mais je sais que j'ai besoin d'aide parce que là, c'est rendu que je fais juste de l'administration. Puis j'ai plus de créativité, puis j'ai plus de fun. Je suis en train de perdre ma passion de mon métier. Fait que
comment qu'on va faire, je sais pas. Au début, elle a commencé 1 fois par semaine, puis là, elle est rendue temps plein, puis ça fait 6 ans qu'elle travaille. Wow. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Mais ce processus-là m'a permis d'atteindre des projets beaucoup plus intéressants, de grandir, d'avoir une pratique plus poussée, puis plus recherchée. Ouais. Chapeau, parce que on parlait de perfectionniste, puis j'ai de la misère, moi, à déléguer. Je trouve ça vraiment difficile. Et après, je finis par faire comme peut-être que moi, je le ferais plus comme ça, tu sais. Oui. Ouais, Kim, mais toutes tes affaires, tu l'engages pour une raison, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, toute la poutine administrative ou la coordination, la gestion. Appeler les fournisseurs pour commander les matériaux, pour faire des budgets, des affaires de même, ça prend tout ton temps. Fait que là, moi, j'avais même plus d'espace mental pour rêver, pour faire de la recherche, pour comme réfléchir aux œuvres. Bon call. Bon call. Mais je pense qu'il faut prendre des risques aussi. Tu sais, quand tu as pris ton risque de dire non, je ne vais pas faire une 3e tournée, tu as pris un risque pour toi, mais je pense que des fois, il faut le prendre. Parce que tu es comme, tu arrives à un niveau où mais c'est pas que tu stagnes, mais tu arrives à un niveau où tu te dis, est-ce que je pourrais surfer ça très longtemps? C'est bien le fun, je suis confortable, je suis dans mes pantoufles, tout va bien. Mais est-ce que j'ai envie de plus? Tu sais, puis tu as envie de changer. Le changement, c'est le fun. C'est là où tu grandis. Oui, ça résonne big time à ce moment-là. C'est vrai. Bon, méditer là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, il y a comme un moment où tu fais comme, OK, je peux plus en prendre. Moi, toute seule, je ne peux plus faire plus. Fait que il va falloir être 2, il va falloir être, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut qui change. Ça m'intéresse bien. Les gérants d'estrade, là, avez-vous comme déjà eu ça dans votre entourage? C'est-à-dire, il y a des gens, des fois, qui disent, mettons, tu sais, ça va être très risqué, fais pas ça. Puis une fois que tu l'as, t'es comme, t'es chanceuse. Ou, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi aussi, j'ai déjà pensé faire ça. Tu sais, des commentaires comme ça, est-ce que des fois, il y en a qui se font une place dans votre espace mental? C'est une bonne question. Venant d'autres personnes? À l'extérieur? Je suis sûre que oui, mais je pense qu'il faut, je sais pas, faut filtrer. Faut filtrer, je pense. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Comme faut s'écouter. C'est déjà difficile c'est assez difficile de s'écouter soi-même, puis de s'affirmer, puis comme de vraiment prendre sa place, là, de dire les choses, ses attentes, dire ce que tu as envie. Fait que des fois, si tu es en plus contaminé par l'extérieur, c'est comme ça devient compliqué. J'avoue que j'aime poser la question à certaines personnes, là, mon entourage, mes meilleurs amis, tout ça. Mais des fois, mon mari va me niaiser. Là. Moi, je pense vraiment à voix haute. Là. Je ne sais pas si vous faites ça à la maison ou quoi que ce soit, mais il dit là, tu me parles-tu? C'est une question pour moi ou tu es juste en train de réfléchir à ton prochain projet ou ton prochain move ou quoi que ce soit? Puis, non, tu n'as pas besoin de répondre. C'est juste, j'ai besoin on dirait, de passer à travers. Mais c'est vrai que c'est ça, je pense que c'est important de filtrer puis de dire, est-ce que tu admires la personne ou est-ce qu'elle a fait ce que tu essaies de faire pour venir chercher son opinion ou c'est le petit monsieur derrière son écran qui a le goût de donner son opinion puis tu sais aucunement c'est qui puis ça ne devrait pas avoir un poids sur ta décision. Tu prendrais-tu son conseil? Si tu le prends pas non, prends pas sa critique, mettons. Exactement. Oui, absolument. Après, il y a plein de critiques constructives puis ça, je pense que c'est le fun à entendre, mais la décision revient à toi au final. Oui. Absolument. Il y a quelque chose de super vulnérable, tu sais, quand tu es artiste. Je veux pas, voici moi. Puis là, les gens disent ce qu'ils veulent, puis c'est correct. C'est pour ça que, tu sais, sinon tu le garderais pour toi si tu veux aucune opinion puis aucun commentaire. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Plus tu as de la visibilité, plus tu vas être critiqué aussi. Oui. Plus ça va, plus il y a des haters, là, comme on dit. T'en as-tu? C'est pas si pire, je pense. En tout cas, je les vois pas beaucoup. C'est arrivé une couple de fois. Tu sais, j'étais arrivée, quand je déménageais à Los Angeles, il y avait 1 ou 2 personnes, ça a donné que, tu sais, le message s'est passé, puis c'est arrivé à moi qu'elle se sentait peut-être menacée. On était le même casting, tu sais. Fait que j'arrive, on est 2 blancs, cheveux roux, tu sais. Elle arrive-tu, puis elle va me voler mes... Tu sais, mais... Là, je peux voir que, OK, c'était sûrement juste un manque de confiance en elle à ce moment-là. Peut-être qu'elle se questionnait sur son futur puis ses projets qui s'en venaient. Mais dans le moment, c'est sûr que ça fait mal. Là. Elle passe le message à tout le monde, Kim, c'est même pas une bonne danseuse. Je comprends pas pourquoi elle book tel projet. Puis, t'étais une compétition pour elle. Oui, c'est ça. Fait que ça arrive des fois, mais...
Mais ça, c'est rough, des affaires de même, hein? Tu dis, hey, tu sais, Ouais. je viens en paix. Parlant de personnalité, bon, tu sais, Beyoncé, elle a un alter ego. Un alter ego, c'est Sasha Fierce. Et puis, en découvrant ça, parce que moi, je ne le savais pas, je me suis demandé si j'avais comme une autre personnalité, des fois, qui prenait le relais, tu sais, dans des moments comme peut-être en ce moment ou quand je suis avec les enfants, puis tu sais, il faut que je sois patiente. Mais dans le fond, c'est comme une meilleure mère qui peut arriver. Puis je me demandais, est-ce que vous avez des fois soit à présenter votre travail ou à prendre place dans une audition ou, tu sais, dans une conférence ou... puis là, il faut comme qu'il y ait une autre Caroline ou une autre Kim qui va prendre le relais parce qu'il y a une portion de vous qui est insécure. Est-ce que vous avez une... Moi, j'ai ça. Moi, absolument. Oui? Ben, je pense que sur la scène, quand je danse, là, un peu comme Beyoncé le mentionne avec son Sasha Fierce, tu sais, j'ai une autre énergie qui rentre en moi de « OK, c'est ma scène, puis let's go ». Parce que en vraie vie, moi, je suis du genre à... donner un exemple, je suis du genre à organiser des parties puis des rassemblements, puis j'aime bien s'organiser ça, puis là, tous nos amis se rassemblent. Puis là, après ça, je vais être comme dans un coin, puis j'écoute, puis je parle pas beaucoup. Je suis comme gênée, on dirait que je sais pas, j'aime mieux écouter, puis là, j'apprécie, puis j'aime ça que les gens se connectent, puis tout ça. Fait que ça, c'est plus ma personnalité. Mais là, j'embarque sur la scène ou justement une conférence ou quoi que ce soit, ben là, c'est OK, on la switch à on parce que on me regarde, puis c'est mon moment, donc je veux livrer. Là, fait que, elle n'a pas de nom. J'ai jamais pris le temps d'y donner un nom à cet alter ego-là, mais elle existe. Elle existe. Mais moi, je fais pas de scène, fait que je sais pas si on peut appeler ça un alter ego, mais c'est sûr que je suis plutôt timide, réservée dans ma vie de tous les jours. Fait que quand il faut que je parle en public, j'aime pas, je deviens très nerveuse. Mais il faut que je vois ça comme une performance. Fait que je mets la switch on de OK, faut performer. Puis sinon, sinon, moi, je serais au chalet, genre dans le bois, en linge mou. Ça, c'est ma définition du paradis autour d'un feu. Les pieds dans la boîte autour d'un feu, ça, c'est ma définition du paradis. Puis là, quand il faut que j'aille dans des galas, des balles, des cocktails, des affaires plus mondaines de l'art contemporain, puis il faut que je m'habille, tout ça. J'ai l'impression que je sors un peu l'alter ego qui est comme, OK, go, maquille, coiffer, tu sais. Puis on y va, puis je vais aller comme me vendre un peu, tu sais, vendre mon art, puis moi, puis ça fait partie de la job, je suis très consciente de ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mon choix premier, là. C'est pas la zone de confort. Mais je me rappelle, une fois, on avait eu un talk, là, puis tu avais parlé de ça, tu sais, des femmes autochtones qui mettent la couleur, puis tout ça. Puis moi, je suis très, tu sais, pas comme... Puis quand je fais mon effort, là, je me parle, là, puis je me dis, OK, tu sais, mettons, je vais prendre un kit rouge, ou tu sais, je vais faire... J'ai toujours une pensée pour toi, puis je me dis, OK, là, tu sais, Caroline, elle mettrait des bouts de... Tu sais, ça résonne encore, parce que je me dis, des fois, il faut, tu sais, c'est ça, partir l'autre portion de nous qui est un peu inconfortable, tu sais, de façon naturelle, c'est pas celle-là qui s'exprime, mais si on veut que les choses se passent, tu sais, il faut aller de l'avant. Des fois, se déguiser, entre guillemets, ça l'aide un petit peu la fierté, là, tu sais. Tu te pompes la fierté un peu pour... J'avais une amie qui décrivait, tu sais, pense à une super de belle cape. Qu'elle ait des brillants, qu'elle soit, peu importe, là, en velours, quoi que ce soit, puis tu la portes. Quand tu rentres dans la pièce, tu as besoin de ce petit boost de confiance-là. Ben, imagine-toi avec ta cape arrivée. Je trouvais ça le fun comme image. Ça l'aide, Ça brille. C'est ça. C'est pratique, OK, on est rendu, les filles, au moment funky funk. On est dans le bol. Alors, le concept est très simple. C'est un bol, on pige et on répond. Et on peut répondre, c'est même si c'est pas nous qui a pigé, là, si on a quelque chose à dire, là, on y va. Cool. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le bol? OK, fun. J'ai peur. Si jamais t'aimes pas ta question, là, tu peux en prendre une autre. Est-ce que tu crois qu'on peut réussir dans ce métier sans tout donner? Moi? Non, je pense pas. Je pense que tu le fais à 300% ou tu le fais pas. Hein? Ou sinon, c'est plus comme un hobby, peut-être. Là, je pense que ça peut être très bien aussi, mais si tu as envie d'en faire un métier, il faut vraiment que c'est comme corps et âme. Là. Être artiste, c'est pas comme à 5 heures, quand tu rentres à la maison, t'arrêtes d'y penser, tu y penses la fin de semaine. Des fois, tu as une conversation dans un souper de famille, puis tu es comme, oh wow, ça m'amène quelque part. Tout le temps
Et ça épuise mon entourage, là, en mode réflexion et travail. Je suis toujours en train de noter, en train de vouloir lire quelque chose. Pas vraiment décrocher, mais c'est ça, t'es dedans 300%. Pour moi, le métier, la personne, puis mon métier, c'est la même chose. C'est l'offre et la demande, tu sais. Je pense qu'il y a tellement, quand je regarde juste les danseurs, on est tellement qui veut pour le quelques jobs qu'il y a de disponibles. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut que tu te donnes. Vas-y à fond. Non, tu peux pas y aller mollo. Ça se pourrait, il y en a de temps en temps que par chance, première audition, une grosse job, il part, tu sais, est-ce que c'est du flou, de la chance, un mélange de plein de choses? Ça se pourrait, là, mais en général, quand tu parles de longévité, là, tu sais, une longue carrière, il faut que tu te donnes. Il faut que tu en veuilles, il faut que tu aies faim de ça. C'est une très intéressante réponse. On poursuit. As-tu déjà ressenti de la rivalité qui t'a déstabilisé ou au contraire vécu une sororité inattendue dans un contexte ultra compétitif? Oui, c'est un peu long comme question. On est bien désolé. Ben non, j'essaie de juste... Donc, la compétition versus se tenir puis être ensemble, c'est une bonne question. En général, oui, c'est sûr. Tu sais, je donne ça comme exemple des fois. Quand j'auditionnais à Montréal, on était une trentaine de personnes qui se rendaient à l'audition. Puis la plupart du temps, c'est du monde que tu as déjà vu, c'est des amis, du monde qui travaille. C'est comme ça, salut, j'espère qu'on va travailler ensemble. J'arrive à Los Angeles, puis il y a 800 filles, puis on cherche 2. Ça, c'est vraiment la réalité. Là, je n'exagère pas. Là, c'est des 1000. Là, je veux dire, la fille, elle a fait le tour du bloc, puis elle se dit, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Fait que ce côté compétitif, même entre amis, il faut pas que tu prennes personne. Il faut que tu te gères. Je la mets où cette énergie-là de je veux tellement que tu gagnes, mais je veux aussi gagner. Je veux aussi être choisie. Fait que, au début, ça a pris quand même, je veux dire, c'est un ajustement à vie. Des fois, ça va bien, des fois, c'est plus difficile. Mais au début, à Los Angeles, je pense que ça a vraiment été un gros shift, une grosse différence entre ma réalité d'avant au Canada versus aux États-Unis. Ça, j'ai trouvé ça tough. Donc, c'est ça, c'était compétitif. Il faut que tu te parles. Puis, je veux dire, le nombre de fois que j'ai appelé ma mère, pourquoi j'ai ici, tu te questionnes, tu dis non, t'es ici pour une raison, puis il faut que tu te parles, puis il faut que tu sois vraiment ta meilleure amie dans ta tête. Je pense que c'est ça qui est important, tu sais. Il y avait, dans certaines auditions, quand il y a plein de monde comme ça, ils font un typecast qu'on appelle. Donc, avant même de danser, ils vont demander à tout le monde dans la pièce de s'enligner, côté à côté, épaule à épaule. Puis là, les personnes en charge vont se promener, puis là, ils regardent de haut en bas, juste sur ce que tu as porté, de quoi tu as de l'air. Bon, puis après, on s'approche de ton oreille puis on dit s'il te plaît, reste ou non, merci, tu pars. Oh mon Dieu. Là, je me suis dit, OK, dans quoi je m'embarque? C'est quoi ça? C'est sûr que tout de suite, si tu ne te parles pas comme OK, j'ai ma place, je mérite, ça vient t'affecter sans bon sens. Là, c'est facile de tomber dans le OK, je suis poche puis j'ai rien à offrir. Qu'est-ce que je fais ici? C'est très difficile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de compétition pour toi, que tu le ressens. Je pense qu'il y a aussi, il y a beaucoup d'artistes, peu d'opportunités aussi, mais dans mon cas, j'espère en tout cas être contente pour tous les artistes qui m'entourent. Surtout, j'ai l'impression qu'un artiste autochtone, quand il va bien, c'est toute la communauté qui va bien parce que ça permet d'ouvrir, dès que tu peux rentrer dans les institutions, que les gens voient plus d'art autochtone ou... je pense qu'il faut... J'aime pas ça, le sentiment d'être, de la compétition. D'être comparé. D'être comparé. C'est pas un bon feeling. Fait qu'il faut être plus dans comme la bienveillance. Puis être comme, OK, c'est le fun, puis on est une communauté, tu sais. Oui. Chacun vit la même réalité, mais de façon différente, puis amène son bagage, puis tout ça, c'est très riche. Ça fait des conversations super stimulantes. Vraiment. Oui, absolument. Puis, tu sais, on n'a pas de galériste avec nous en ce moment, mais tu sais, il y a un aspect qui est quand même pas évident de la vente. Tu sais, des fois, je me demande, on invitera un galériste ou un galériste, mais tu sais, quand tu vois, mettons, tu es dans une foire, puis quand tu vois que dans le bout à côté, il y a beaucoup de monde, puis toi, dans ton bout, c'est tranquille, ça doit être difficile, tu sais. Il faut accepter de se faire dire non beaucoup. Je veux dire, quand je fais des concours d'art public, mettons, puis on travaille fort sur un concept, on le présente, puis t'es pas l'artiste retenu, faut pas le prendre personnellement. Faut dire, OK, c'était pas l'opportunité pour toi en ce moment-là. Peut-être c'est un mal pour un bien, puis il y en aura d'autres. Puis, tu sais,
je sais pas, tu sais, c'est dur à naviguer, mais il faut comme y aller à l'instinct, peut-être. Ouais. Je pense que c'est foncer, croire en soi, puis... C'est dur de croire en soi déjà en partant. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir des opportunités, puis d'apprendre, puis de travailler, puis là, tu finis par croire en toi que c'est possible. Tu sais, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est facile de dire, elle va faire des auditions, puis croire en toi. C'est ça. Comme, OK, mais... Je pense que c'est de célébrer ces petites victoires. C'est ça. C'est dès le début, même si c'est pas... Tu sais, je me suis rendue jusqu'à la 2e ronde de l'audition. J'ai été coupée, mais là, cette fois-ci, c'est ça. Loin. La prochaine fois, je vais faire mieux. Exactement. Parce que des fois, notre regard, surtout perfectionniste, notre regard est rapidement porté vers ce qu'on n'a pas réussi ou ce qu'on n'a pas atteint ou les contrats qu'on n'a pas obtenus. Alors que il faut comme faire ce travail-là récurrent, toujours à rebâtir, de se dire, OK, je vais focusser sur mes accomplissements. Puis les fois où j'ai réussi à soit conclure une vente ou soit à avoir un contrat ou... C'est le fun. Je pense qu'il faut rêver vraiment haut, il faut rêver loin. Mais il ne faut pas se dire que ça va arriver du jour au lendemain. Moi, ça fait quand même plus de 10 ans là, que je fais ça. Puis j'ai commencé en bas de l'échelle. Puis tu montes tranquillement. Puis, Absolument. Beyoncé, moi, c'était genre ma number one. Je déménageais à LA, puis c'était vraiment avec elle que je voulais performer. Puis, entre ma première audition pour elle jusqu'à temps qu'on m'engage pour le Super Bowl, il s'est écoulé 6 ans et demi, 7 ans. Fait que auditionné pour elle plusieurs fois, auditionné ailleurs, des oui, des non. Fait que je suis contente quand même quand je regarde en arrière que Kim de 21, 22 ans, je me rappelle plus j'avais quel âge la première audition, elle n'a pas fait comme ben c'est pas pour toi, c'est un non. Donc, je l'aurais pas. Je me rappelle, ma soeur, elle a étudié en danse avec Vincent Olivier. Mon meilleur ami. Puis lui, son objectif, là, en tout cas, de ce qu'elle me racontait, c'était... Janet Jackson. C'est ça. Puis une bonne fois, il me semble qu'il y avait eu comme réponse qu'il était trop grand, en tout cas. Mais finalement, à un moment donné, il l'a eu, tu sais, puis je me dis, il faut pas... même des fois, quand tu te fais dire, non, ça ne marchera pas pour une raison que, tu sais, tu n'as pas vraiment de contrôle, là, c'est pas parce que t'étais pas bon, mettons, là. Mais, tu sais, si tu lâches pas, mais ça prend vraiment quelque chose d'immortel comme drive, un peu. Il faut rêver, puis il faut continuer de rêver malgré les écueils, puis malgré les refus, puis malgré... Puis, tu sais, c'est important quand on se lance comme artiste, tu sais, à être conscient que ça va être rough, tu sais, quand même. Il y a des hauts, il y a des bas, mais... Ça fait partie du tout qui est le fun et je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Mais ça revient à ta question de tout à l'heure, tu sais, il faut y aller à 100 Tu peux pas faire ça à moitié. Non. Sinon, c'est plus difficile. Tu te mets des bâtons dans les roues. Je crois que c'est une autre. Je peux piger aussi, si vous voulez. Est-ce que le regard du public ou de l'industrie a parfois influencé la façon dont tu t'es perçue? Comment? C'est une bonne question. Je pense que veux pas, tu finis par quand même vivre dans le regard du public parce que si le public aime mon travail, ça me valorise puis ça va me dire que OK, mon travail a une valeur, je suis capable de toucher les gens, j'ai du mérite. Donc je pense que si le travail fonctionnait pas puis que les gens voudraient pas collectionner mes œuvres, ne voudraient pas vivre avec mon travail au quotidien ou que c'était pas validé par des institutions, peut-être que j'aurais pas le même regard sur ma pratique que je l'ai. Je pense que ça cohabite tout ça, là. Absolument. Ça t'aide à te diriger aussi, je veux dire. Ça te confirme que, tu sais, ça va bien. Ce que je fais, c'est ça. C'est validé, c'est approuvé, tu sais, par le milieu. On peut pas faire fi, j'imagine, quand tu lances un corpus ou tu proposes quelque chose à ton galériste. Je ne sais pas si des fois, il y a des propositions qui sont redirigées ou bien si pas nécessairement. Il y a des fois où ça marche moins bien. Tu as eu un flash d'une idée ou tu as travaillé sur un projet pendant très longtemps puis ça fonctionne moins bien ou peut-être pas à la hauteur des attentes que tu t'étais placé pour toi-même. Là, forcément, tu es déçu. Puis des fois, par exemple, mon long-métrage, premier long-métrage, moi, j'étais très déçue en sortant de ce processus-là. Je n'étais pas contente du film que j'avais fait, mais c'est mon public qui m'a réconciliée avec le film parce qu'ils ont vu quelque chose que moi, je n'étais pas capable de voir. Donc, c'est ça, tu sais, je pense que oui, on vit dans le regard quand même du public, puis on arrive à mieux s'accepter. Ou on doute quand ça ne marche pas aussi.
Ouais. Ils ont du pouvoir quand même, les. Est-ce que tu revisites des fois des projets qui peut-être ont été refusés ou tu perds un peu la flamme puis tu dis, OK, 3 ans plus tard? Ça m'arrive des fois d'avoir une couple de projets qui n'ont pas fonctionné, mais que là, il y a une opportunité, puis tu te dis, ça fonctionne. Puis ça marche. Puis finalement, c'est cool parce que ça a mijoté pendant une couple d'années. Là, c'est bien plus intéressant maintenant parce que le contexte sociopolitique a changé, parce que moi, j'ai plus d'expérience. Parce que, tu sais, donc, finalement, tu dis, c'est un mal pour un bien. Ce projet-là n'a pas fonctionné à ce moment-là. J'aurais pas été capable de l'amener au bout de de ses capacités. Il y a un livre que j'ai lu, Big Magic, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, par Elizabeth Gilbert. Puis elle parle un peu de ce concept-là de des idées, il y en a partout, tu sais. Puis oui, tu peux l'apprendre, puis pars avec. Puis sinon, ben peut-être quelqu'un d'autre va l'apprendre. En tout cas, il y avait comme une légèreté dans tu sais, pas besoin de trop forcer la chose. Si c'est pas pour maintenant, ça sera peut-être pour plus tard. Puis, j'avais trouvé ça intéressant comme livre puis comme concept. C'est cool. David Lynch, il disait ça, c'est comme des poissons qui se promènent, là, puis là, faut que tu l'attrapes. T'as une idée, faut que tu l'attrapes, là, puis le travail là. Ou sinon, elle va juste passer. C'est une idée qui va aller à quelqu'un d'autre. C'est cool. Puis des fois, il faut comme se lancer avant que toutes les ficelles soient attachées. Je pense à ce qu'on vit en ce moment. Moi, tu sais, c'est un peu, on fait un podcast, on fait un podcast, tu sais. Puis là, on le fait. Puis là, en le faisant, ben là, finalement, ça se nourrit, tout ça, tu sais. Mais des fois, c'est ça, quand l'idée, elle passe, il faut l'essayer. Tu sais, il faut faire le saut. Des fois, attendre que tout soit parfait puis que ça soit bulletproof, tu vas... c'est ça, l'idée, elle va aller ailleurs. Tu vas décrocher aussi. Tu peux avoir l'idée, mais si tu ne travailles pas puis tu ne fais pas confiance au processus, ça va passer. Là, tu ne peux pas avoir la perfection dès le départ. C'est intéressant aussi, le processus. Là. Des fois, la finalité, c'est pas ça le plus important. C'est tout le chemin que tu as pris pour y aller. Puis, des fois, tu as une idée, tu as une vision de ce que tu veux, mais c'est pas exactement ça qui va sortir, mais c'est correct aussi. L'essence, c'est quand même là, mais c'est pas ce que tu avais en tête, mais c'est peut-être encore meilleur. Oui. On est correct. Qu'est-ce qui est le plus dur, atteindre le sommet ou y rester? Je me pose cette question sincèrement, dans le sens que... Moi, des fois, j'ai un petit peu de misère avec ce que j'ai le goût dans mon cœur, dans mon esprit, versus, comment je pourrais dire ça? Tu sais, une opportunité, on va dire, ça cogne à ma porte, puis ça tente-tu de faire telle chose, juger telle émission de télévision. Puis je me dis, tellement de gens dans ma position diraient, ben oui, tu sais. Je comprends que je suis chanceuse qu'on m'approche pour une opportunité. Est-ce que mon cœur le désire vraiment? Je ne sais pas. Fait que ça, je trouve ça difficile. Fait que c'est pas exactement la question, là, mais atteindre le sommet ou y rester, on dirait que des fois, j'ai l'impression que je suis pognée dans un rat race, puis faut que je me prouve. C'est quoi le prochain, tu sais? Puis je me rappelle d'avoir fait une entrevue il y a 1 an ou 2 où on parlait de ça, justement, on va dire, des Olympiens. Après ou en tant que danseuse, je veux pas, t'es comme un peu poussée à l'extérieur de ce que t'aimes faire parce que physiquement, t'es rendu trop vieille ou ton corps ne suit plus. Puis cette idée-là de dire, mon sommet est en arrière, puis j'en suis fière, puis est-ce qu'il faut vraiment que j'essaie de remonter à chaque fois, puis d'essayer d'égaliser ce top-là, ou est-ce que je peux, à la place, me dire, je l'ai déjà fait. Fait que là, je vais cruiser, je vais m'amuser, bien sûr, je vais trouver mon pourquoi dans la vie, puis où est-ce que je veux mettre mon énergie, mais peut-être que j'ai pas besoin nécessairement d'aller chercher genre le top du top, le prochain top du top, disons. Fait qu'en tout cas, moi, c'est une bataille intérieure. Là. Il y a une partie de moi qui est comme, donne-moi les conférences, puis les projets, puis la danse, puis les programmes, mais aussi, je veux une ferme, puis des poules, puis rester chez moi en petite robe, puis prendre ça bien relax. Je comprends ça. Mais je pense, en fait, c'est parce que le sommet, il n'arrête pas de grandir tout le temps. Dès que tu atteins un sommet, il y a un autre sommet à grandir, à monter, il y en a un autre. Je pense que c'est une insatisfaction constante. Il y a toujours une volonté de plus, puis ça, c'est parce que, dans mon cas, parce que je suis très ambitieuse, parce que, justement, il y a ce rat race-là où il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire, puis cette volonté de se prouver. Mais c'est ça, fait que une fois que tu atteins un niveau, je pense que c'est dur de le garder quand même. Là, c'est quand même le fun quand tu commences puis que tu n'as pas tant de responsabilités, que tu vis dans une valise puis que tu n'as pas d'attache. C'est vrai.
Puis là, après, ben, tu commences à devenir plus adulte. Puis là, il y a comme plein de choses qui... Les enfants dans certains cas. Ou, il y a comme... la vie te rattrape aussi parce que c'est comme ça. On vit dans une société comme ça aussi, tu sais. Où tu n'es plus l'artiste émergent. Tu deviens un artiste presque établi avec son bagage puis ses connaissances. Puis ça, j'avais déjà lu, c'était difficile souvent pour les femmes artistes parce qu'il y a quand même, on va dire, un appétit du public ou des collectionneurs, galéristes en début de carrière, comme « artiste émergent ». Puis à la fin, si tu as tenu bon, ben là, rétrospective, tout ça. Mais l'espèce de moment où tu es... entre deux. C'est moins facile de continuer de montrer ton travail puis d'avoir l'intérêt du public, puis etc. Mais c'est parce qu'il y a des vagues aussi, il y a des modes, puis faut tout le temps se renouveler comme artiste. Donc, ça peut être quand même épuisant. Tu peux pas tant t'asseoir puis respirer puis surfer là, pendant trop longtemps parce qu'il faut toujours que tu sois un peu dans... On vit dans une société de nouveautés, de consommation. Donc, c'est pareil pour l'art. On consomme l'art. Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Tout ça? Puis, est-ce que toi, Kim, tu as des fois le sentiment que, tu disais, peut-être que mon sommeil est derrière moi, est-ce que tu le ressens comme en paix quand tu penses à ça? C'est-à-dire, tu te dis, OK, j'ai dansé avec telle personne, c'est incroyable. Puis maintenant, je vais être fière de ça, puis j'ai plus besoin de me prouver. Est-ce que des fois, ce sentiment-là, il est présent? Oui, des fois, puis des fois, je le perds, puis je pense que dans mon cas, c'est de vouloir danser avec Beyoncé, c'était tellement gros, puis c'est sur plusieurs années, c'était très clair. Là, maintenant, tu me demanderais, Kim, tu te vois où dans 5 ans, 10 ans? Je sais pas, tu sais, je dis oui à des opportunités, j'essaie des affaires, j'écoute mon cœur. Là, je me lance sur un projet de série de cours de danse pour débutants. Tu sais, j'essaie des affaires, puis j'essaie vraiment de quand même m'écouter. Là, tu sais, je suis rendue où? Pas nécessairement ce que les gens veulent de moi, mais moi, je veux faire quoi? Mais on dirait qu'il n'y a rien à date qui c'est genre le prochain Beyoncé dans ma vie. Oui, je comprends. Donc c'est ça, on dirait, je me dis, peut-être que le plus gros sommet dans ce sens-là, d'avoir quelque chose que tu en rêves tant pendant des années. On dirait que j'ai pas ce rêve-là en ce moment, mais je suis correcte avec ça, je suis vraiment bien, ça ne me dérange pas. Je me sens pas une pression d'avoir à avoir mon prochain Beyoncé. Là. Non, parce que c'est agréable aussi, à un moment donné, de se dire... c'est ça, je me dis, mettons, à un moment donné, tu te dis, hey, j'ai chic. Puis là, tout le monde sait là, que je suis capable. Je l'ai fait, donc j'ai plus besoin justement de faire partie de la course. Et des fois, je peux dire, hey, regarde, moi, j'ai atteint ça, puis soit je vais redonner, Puis tu sais, le why, c'est ça, comme quand on enseigne aux plus jeunes ou quand on prend sous notre aile quelqu'un, que ce soit en entrepreneuriat ou que ce soit dans d'autres sphères de la vie, de mentorer quelqu'un, c'est enrichissant aussi. C'est une façon de réapprendre à travers un autre parcours. Fait que mais parce que c'est ça. Hein? C'est ça qui arrive quand on vieillit. C'est qu'à un moment donné, on en a fait des affaires. Fait que là, il y avait souvent ça. J'avais entendu, quand un artiste finit, il y a eu un solo au Musée d'art contemporain, là, souvent dans sa carrière, ça fait feu. Parce que là, il n'y en a plus d'autres musées d'art contemporain à Montréal. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Puis dans une société, c'est ça aussi. Tout le temps, c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce que ta prochaine étape? Et si moi, là, je disais non, genre, je vais m'écouter et je vais faire ce qui me tente. Puis, si ça vous intéresse, suivez-moi. Puis, Mais tu sais, je dis ça, mais à l'envers, je veux dire, en toute honnêteté, j'ai auditionné pour Beyoncé pour son Renaissance. La tournée de Renaissance, le dernier qu'elle a fait. J'étais ici, mais là, je reçois un appel, puis c'est une audition privée. C'est une autre gang, c'est une autre chorégraphe, c'est d'autres mondes, mais on se connaît, on a déjà travaillé ensemble sur autre chose. Je me suis dit, ça serait cool, une autre tournée, tu sais, d'être à Montréal, mais de voyager, puis de revenir. Puis je me lance, je fais la première ronde, je me sens super bien, je suis coupée tout de suite. Fait que, c'est vraiment la réalité de mon métier. Là. Faut jamais, il n'y a pas de tears. Là, une fois que tu t'es prouvé à vie. Fait que je pense que aussi, en relation avec tout ça, c'est d'être confortable, de me rappeler, Kim, tu l'as fait, c'est correct. Puis je pense d'essayer de courir après ce high-là qui est derrière toi, où on laisse la place à d'autres danseurs qui ne l'ont pas fait encore, ou c'est correct que tu sois moins bonne maintenant, tu es moins dedans, tu t'entraînes pas à 8 heures par jour. Tu es une athlète de haut niveau, là, c'est vraiment comme un athlète de haut niveau.
Donc, c'est ça, de se faire ce deuil-là aussi, de se dire, l'industrie me dit que je suis comme plus bonne, mais dans le fond, il faut que je vois ça plus comme, non, je redéfinis mon succès puis dans quoi je m'en vais. C'est la place de faire d'autres choses. Ah, je me rappelle tellement. Moi, quand j'étais jeune et fringante, j'avais été cheerleader pour les Alouettes. Puis là, tu sais, j'ai eu mes enfants, tout ça, puis à un moment donné, je suis comme, je m'ennuie, tu sais, tu sais, genre, performer, tu sais, je m'ennuie de ça. Puis là, je suis comme, j'étais encore pas pire, tu sais, m'a essayé aux auditions. Je l'ai pas eu. J'ai rappelé, je dis, je m'en retourne avec les enfants, tu sais. Mais ça, c'est quand même rough de faire comme, t'as été capable, puis là, ben là, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, tu sais. OK, cool, bonne journée. Qu'est-ce que je suis? Oui, mais moi j'admire ça. Tu as quand même eu assez confiance en toi pour y retourner après avoir eu tes enfants puis te mettre en danger. Oui. Ça, c'est le fun. Oui, ça a été le fun comme journée, tu sais, mais c'est ça. C'est un bel exercice d'humilité. Là, tu fais comme, bon, ben OK, je vais être autre chose, puis je vais faire autre chose, puis c'est correct, tu sais, puis mais c'est ça. C'est vivre dans le regard de l'autre pareil, là. C'est challengeant. Quand tu te fais dire oui, c'est comme wouhou, tu sais, je suis exactement ce que je voudrais être. Quand tu te fais dire non, t'es comme oh non. Ça te donne. Faut-tu prendre un petit moment, c'est correct, je pense. Oui, hein? On dit souvent dans le métier, tu sais, rejection is redirection. Oui, mais ça, j'aime ça. Ou rejection is protection, tu sais. Toi, tu voulais vraiment, mais dans un univers parallèle, tu le fais puis tu te casses une jambe ou il se passe quelque chose ou tu as une mauvaise relation avec. C'était pas fait pour toi, tu sais. Puis réalistiquement, on peut pas faire tous les jobs au monde, ça se peut pas. T'as pas le temps, t'as pas, tu sais. Donc sache qu'il y a une meilleure porte qui va s'ouvrir à toi, si celle-là se ferme, tu sais. Ah wow, j'aime beaucoup ça. Il en reste-tu? Il en reste 2. Avez-vous un dernier? Ben oui, pourquoi pas. Je sais pas si on a. Il en reste 3. Ben choisissez. Vas-y, je t'ai choisi. OK. Tiens, Caroline, je t'en donne un dernier, si tu veux. Bienvenue. Comment navigues-tu la compétition entre femmes dans un domaine où les auditions sont féroces et les opportunités rares? Je pense on a parlé un peu, là. Ben, tu veux-tu le mien? Prends l'autre. Parfait. Tiens. Rejection. À quel point on doit avoir confiance en soi pour percer dans ton domaine? Oui, je pense que, tu sais, un peu comme on soulignait, ça commence pas tout de suite, mais je pense que c'est vraiment important. Tu sais, j'aime dire à mes danseurs, si tu arrives en audition puis toi, tu y crois pas que tu devrais avoir la job, pourquoi est-ce que moi, qui ne te connais pas, qui te vois danser pour une première fois, devrais y croire? Donc, il faut vraiment que, tu sais, je pense que ça commence à la maison avec la façon que tu te parles, quand tu te vois dans le miroir, tes affirmations, écris-toi dans ton miroir, je suis capable, tu sais, des petites phrases comme ça, de la méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé, du journaling aussi, pour vraiment venir comprendre qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce qui me rend unique pour entrer dans une pièce avec ma cape. Oui, absolument. Mais c'est sûr, ce que tu dis, quand je fais des pitchs, mettons, de concept pour avoir du financement, si j'y crois pas, je l'ai jamais. Tu sais, ça va jamais marcher. Il faut vraiment que je sois convaincue que mon concept est bon, valide, qu'il y a quelque chose là, que mes motivations sont à la bonne place, que c'est authentique, tu sais, que je m'écris vraiment tout, c'est soit clair dans ma tête pour que ça marche. Sinon, c'est sûr que... Une récente tout de suite. Ben, ça passe pas. T'es pas capable de le communiquer. Que si t'as pas la conviction de toi, ben, ça marchera pas. Absolument. Intéressant. On se fait la dernière. Alors, quelle relation as-tu avec les réseaux sociaux? Le meilleur pour la fin. Ben, je veux dire, on n'a pas le choix. Moi, je travaille dans un milieu visuel, Instagram. Le monde, ils vont même plus voir mon site web. Ils vont sur Instagram tout de suite, voir les œuvres, quel type de travail que je fais. Donc, je peux pas m'en passer. Après, je suis pas quelqu'un qui aime créer du contenu pour Instagram. Tu sais, je trouve que c'est une job en soi, là. Vraiment. Puis c'est pas dans ma nature. Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de me prendre en selfie puis de me prendre moi en vidéo à raconter ma vie, là, entre guillemets. C'est juste pas ma nature. Mais je comprends l'outil. Je comprends qu'il faut que je l'utilise pour vendre quand j'ai des expositions, quand j'ai des projets en cours, montrer les œuvres. Fait que c'est ça. C'est un incontournable. Un incontournable, hein? C'est vrai. C'est comme un train qui passe, puis je veux dire, il va passer, fait que tu décides d'embarquer dessus ou non. Là, je pense qu'en tant que danseur, similaire quand tu dis, on va moins sur ton site Internet, le nombre de fois qu'un chorégraphe va aller voir la page d'un tel, une telle. Moi aussi, je vais le faire avant d'engager quelqu'un. Je vois comment tu danses, je suis intéressée,
t'es quel genre de personne? Je vais pouvoir travailler avec toi, tu sais, comment te représentes-tu? Quelles sont tes valeurs? Tu sais, fait que là, c'est comme, on vient creuser plus que à un tout autre niveau que juste en tant que danseur, qu'est-ce que tu es capable de faire. Fait que oui, c'est vraiment un outil, je pense. Moi, j'aime beaucoup ça, créer du contenu. Tu sais, on dirait que tu veux qu'on parle de ton podcast, je vais te pitcher genre 20 reels, puis tu sais, des carousels, puis des idées, puis des angles. Tu sais. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je suis d'accord que c'est une job en soi. Puis des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je pourrais tellement être en train de faire autre chose. Puis justement, quand je mets mon téléphone de côté, parce que c'est quasiment, je pense que je consomme moins juste pour de l'entertainment. Je suis là, puis j'analyse. Ah, c'est une bonne idée. Ah, ça pourrait être, je préfère ma twist à moi pour mon programme. C'est une curiosité quand tu regardes ça. Mais quand je mets ça de côté, je suis tellement plus productive. Ou même pas productive, je suis juste plus fière de ma journée. Je me sens bien versus, je viens de passer 2 heures sur mon cellulaire. J'avais vraiment autre chose à faire. Fait qu'il va toujours avoir, je pense, cette petite bataille-là. C'est fait pour ça. Ils veulent qu'on soit dessus. Donc, c'est de trouver un entre-deux. Oui, puis des fois, le mettre de côté quand tu as un week-end en famille, d'avoir la présence d'esprit de se dire, OK, là, je prends un break. Puis, parce que c'est ça, c'est un emploi en soi. Puis donc, le temps que tu mets là-dessus, tu le mets pas sur autre chose. Fait qu'il faut comme se rappeler à l'ordre puis se dire que notre valeur est pas sur le nombre de likes. Oui, exactement. Mais on peut faire des super belles connexions, tu sais. Vraiment. La communauté, elle peut vraiment, puis du bouche à oreille, c'est un peu rendu ça aussi, là, sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Oui. Il y a la bonne personne qui voit ce que tu viens de partager, puis hey, je t'engage, je suis intéressée, je vais collaborer. Quelque chose de super beau là-dedans aussi. Là. Ça peut vraiment, en effet, créer beaucoup de liens puis ouvrir des portes qu'on ne pourrait pas autrement. Absolument. Hey, merci infiniment pour toute votre générosité, votre authenticité. C'était tellement intéressant de vous entendre et rencontrer. Donc, je vous souhaite tout le plus beau pour la suite. J'ai très hâte de suivre tout ce qui s'en vient dans vos carrières et vies respectives. C'est bien le fun. C'est le fun, hein? Je sais pas trop comment. Là, à la fin, on met une toune. Puis, puis à très vite.